Bienvenue à tout le monde pour ce panel du personnel au collectif Visibiliser et archiver nos mémoires. Alors, je vais commencer par faire une présentation des personnes qui vont venir présenter. Je vous demanderai de vous identifier dans la salle quand je vous présente, histoire qu'on mette un visage sur les noms. Puis donc, chacune viendra ensuite présenter sa recherche et on reviendra à la fin pour des questions. Parmi les personnes qui présentent ce matin, il y a Flavie Bergeron. Flavie Bergeron est à sa seconde année d'études à la maîtrise en histoire à l'Université Laval. Elle y travaille sur les liens entre mémoire collective et identité au sein de la communauté lesbienne au Québec. Elle s'intéresse également sous un angle féministe à l'histoire des représentations et aux questions commémoratives. Ensuite, on aura Alice Defour. J'espère que je prononce... J'espère que je prononce correctement ton nom. Donc, Alice Defour est doctorante en humanité numérique communication à l'Université d'Ottawa, architecte de métadonnées pour le laboratoire de données en sciences humaines et assistante de recherche pour le projet LINCS. Avant de rejoindre l'Université d'Ottawa, elle a obtenu 2 diplômes de l'Université Lumière Lyon 2 en histoire-archéologie et en humanité numérique. À côté de sa recherche, elle enseigne la littératie numérique et un autre cours sur les jeux vidéo et le storytelling numérique à l'Université d'Ottawa, s'appuyant sur son expérience en tant que Game Experience Designer et manager événementiel freelance. Elle vit à Ottawa en tant que résidente temporaire du Canada depuis 2023 et rend hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre qui l'accueille sur ce territoire demeurant non cédé. Et finalement, on aura Pascal Dangoisse. Pascal Dangoisse est responsable de programmation pour Wikimedia Canada, où elle travaille à une meilleure représentation et intégration des personnes historiquement marginalisées dans l'écosystème Wiki, à travers différents projets, partenariats et programmes. Pascal a obtenu un doctorat en communication de l'Université d'Ottawa en 2023 et a terminé un postdoctorat en humanité numérique de la même université en 2024. Donc voilà, alors les présentations se feront dans l'ordre où je vous ai présenté. Donc on commencerait avec Flavie. Puis pour changer les diapos, c'est parfait. OK, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents. En fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en fait, pas le résultat encore parce qu'il est en voie d'être rédigé, mais mes recherches à date là, pour mon mémoire de maîtrise que j'ai commencé l'année dernière, là, en septembre 2024. Le titre a changé beaucoup de fois, mais pour l'instant, c'est le titre qui est écrit là, que je vais garder entre militance, assimilation et transnationalisation, identité et la mémoire collective lesbienne au Québec des années 80 à aujourd'hui. Puis c'est le gros bouton. Ah voilà, il y avait un play dessus. Super. Donc, depuis les années 90, les historiens et les sociologues s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle la mémoire collective, c'est-à-dire le récit dont se dote une communauté pour rendre son passé compréhensible et maîtrisable dans le présent. Bien qu'important pour toutes les collectivités, ce récit joue un rôle crucial pour les groupes qui, comme la communauté lesbienne, ont historiquement été victimes de violences. Ces minorités voyant dans leur mémoire collective une forte résilience qui inspire et qui légitimise la poursuite de leur combat contemporain pour l'égalité. De manière générale, les chercheurs présentent ainsi la mémoire comme l'une des pierres angulaires de l'identité individuelle et collective. Il s'agit d'un concept qui a principalement été étudié dans le cadre de la famille et de la nation, où les individus prennent rapidement conscience de leur appartenance au groupe, entrant pour la plupart en contact avec le passé de leur communauté de manière passive, notamment par le biais de relations intergénérationnelles ou de cours d'histoire. Ce récit mémoriel s'intègre de manière inconsciente et naturelle à leur processus de construction identitaire. Ce schéma ne correspond pourtant pas du tout à l'expérience lesbienne. Les lesbiennes n'ont pas la chance, dès l'enfance, de prendre connaissance de l'histoire de celles qui les ont précédées et de s'y reconnaître. La réalité est tout autre. Autant au sein de l'histoire féministe que de l'histoire LGBTQ+, déjà des champs historiques qui ne sont pas vraiment mis en valeur dans l'espace public, les lesbiennes sont complètement invisibilisées. D'un côté, en raison de leur homosexualité, et de l'autre côté, en raison de leur genre. Cependant, même si l'histoire queer était particulièrement visible,
Les lesbiennes n'y prêteraient probablement pas attention dès l'enfance, devant préalablement prendre conscience de leur propre nature par un processus de coming out personnel. Ce n'est donc qu'après avoir déjà bien défini leur identité et leur relation à celle-ci, notamment par le contact avec leur père, qu'elles commencent à avoir potentiellement accès à des traces d'elles-mêmes dans le passé. Ainsi, la version de l'histoire lesbienne que chaque membre de la communauté adopte est indissociable du contexte dans lequel elle évolue. Or, ce contexte a énormément changé pour les femmes queer entre les années 80, moment où les lesbiennes québécoises commencent à s'intéresser à leur propre passé, et aujourd'hui. Au fil de mes recherches, j'ai identifié 3 générations de lesbiennes au sein de la période qui m'intéresse. La première est celle qui a connu ce que certaines autrices ont appelé l'âge d'or du lesbianisme, c'est-à-dire des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Il s'agit du moment où les lesbiennes se rendent visibles dans l'espace public, autant par la formation de groupes politiques que de lieux de sociabilité comme les bars ou les revues. Lui succède ensuite celle que j'ai appelée la génération de la normalisation, où, alors que la société québécoise se fait de plus en plus tolérante face à l'homosexualité, on observe une certaine dépolitisation de la communauté et une fermeture progressive des derniers lieux de rassemblement physique. La troisième, celle à laquelle j'appartiens, est caractérisée par son utilisation accrue des médias sociaux comme espace communautaire dans une société où les représentations positives et diversifiées du lesbianisme se font de plus en plus nombreuses. Donc, en considérant l'expérience fondamentalement différente des lesbiennes de ces 3 générations, il est certain que la vision qu'elles ont de leur identité et par le fait même du narratif historique de leur communauté doit présenter des disparités significatives. En d'autres mots, comment est-ce que la nature changeante de l'identité lesbienne québécoise a-t-elle influencé le récit mémoriel des différentes générations de la communauté des années 80 à aujourd'hui? Afin de répondre à cette question, je me suis principalement basée sur des entrevues orales semi-dirigées que j'ai menées en 2025-2026 auprès de 15 lesbiennes québécoises. Les participantes n'ont pas été recrutées selon des critères particuliers, mis à part une volonté d'obtenir un certain équilibre au niveau de l'âge au sein de mon échantillon. À la suite de ces entrevues, j'ai identifié 3 aspects centraux de l'identité lesbienne québécoise, soit le genre, l'attirance sexuelle romantique et l'appartenance nationale. Dans cette présentation, question de temps, je me concentrerai uniquement sur le premier aspect en montrant comment la conception changeante du genre au fil des générations a influencé le récit mémoriel lesbien. Pour la première génération, soit celle de l'âge d'or du lesbianisme, l'appartenance à la catégorie de femme était centrale pour toutes les participantes, sans pour autant que les limites de cette catégorie ne soient vraiment précisées. Pourtant, la signification qui était donnée au fait d'être une femme, et surtout une femme homosexuelle, était très différente pour les participantes qui avaient déjà étaient encore militantes et celles qui ne l'avaient jamais été. Pour les militantes, être une femme lesbienne signifiait presque automatiquement une implication dans le mouvement féministe, très actif au Québec et surtout à Montréal dans les années 70-90. Ce féminisme n'en était pas un qui souhaitait seulement changer les lois qui limitent les femmes, mais qui, inspiré par les textes d'autrices influentes comme Colette Guillaumin ou Monique Wittig, souhaitait déconstruire les structures de pouvoir patriarcales en place. Ainsi, sans grande surprise, la mémoire collective des militantes de la génération de l'âge d'or s'est principalement bâtie autour des grands moments du féminisme québécois et, à certains égards, autour des tensions entre féministes lesbiennes et hétérosexuelles. Par exemple, les participantes m'ont parlé de leurs souvenirs de la marche du pain et des roses de 95, des débats sur la pornographie des années 80 ou encore de la création des éditions du Remue-Ménage en 1976. De manière plus générale, leur conception de l'histoire des femmes et de l'histoire lesbienne était marquée par des figures vivant à l'extérieur des structures créées par et pour les hommes. L'une des participantes, par exemple, a fait référence à une civilisation matrilinéaire dont elle avait déjà entendu parler. D'autres ont identifié les Amazones, guerrières de la mythologie grecque, ou encore les femmes ayant été accusées d'être sorcières, comme des sortes d'ancêtres des lesbiennes, héritières d'une longue lignée de femmes qui ont défié les normes de la féminité traditionnelle. Du côté des non-militantes,
la relation entre genre et identité lesbienne était totalement différente. Pour elles, il n'y avait aucune politisation naturelle liée à leur identité de femmes homosexuelles. Au contraire, lorsqu'elles étaient plus jeunes et sortaient dans les bars avec leurs amis, elles voyaient les lesbiennes féministes comme un peu dérangeantes, ne trouvant pas leur monde dans les lieux fréquentés davantage par les féministes. Leur mémoire collective se centre donc surtout autour des moments passés entre amis, que ce soit dans les bars ou dans le cas de sorties sportives entre femmes, mot qu'elles utilisent pratiquement comme synonyme à celui de lesbienne. Ainsi, même s'ils étaient adultes et faisaient partie de la communauté lors de l'époque du bouillonnement féministe lesbien au Québec, cette facette de l'histoire ne semble pas vraiment les avoir marqués. Pour la génération suivante, soit celle de la normalisation, c'est incontestablement l'orientation non militante qui a pris le dessus. À l'époque, au début des années 2000, les mouvements sociaux comme le féminisme connaissent une sorte d'essoufflement, alors qu'on considère que les grandes batailles comme l'accès à l'avortement et l'équité salariale sont déjà gagnées. Les femmes de cette génération entrent donc dans le monde lesbien à un moment où l'on souhaite profiter des gains qui ont été faits plutôt que de se battre activement pour essayer de changer les mentalités. Ainsi, bien que, encore une fois, l'attachement à la catégorie de femmes ait été assez fort chez les participantes à ma recherche, il ne venait pas nécessairement avec une très grande politisation. Elles étaient tout de même sensibilisées à l'importance d'être attentives aux avancées et au recul de la condition féminine au Québec comme à travers le monde. Toutefois, à leurs yeux, les grands moments du féminisme québécois étaient davantage le fruit du travail de figures institutionnelles comme Marie-Claire Coquelaine ou Pauline Marois que d'une militance qui prenait ses racines dans des groupes politiques féministes menés en grande partie par des lesbiennes. En raison du désengagement d'une bonne partie de lesbiennes au sein des milieux féministes, il y a donc eu la création de ce que j'appelle des mémoires parallèles. Une mémoire lesbienne, principalement centrée autour des soirées pensées entre amis, encore une fois, dans les bars, et une mémoire de l'histoire féministe, sans qu'aucun lien ne soit vraiment tracé entre ces deux récits pourtant interreliés. Une autre caractéristique marquante de cette génération était leur méfiance par rapport à la diversité de genre au sein de la communauté lesbienne. Par exemple, à chaque fois qu'elle disait le mot « butch », elle s'assurait de le chuchoter, comme s'il s'agissait d'un mauvais mot. Elles m'ont également fait part à plusieurs reprises de leur incompréhension face aux personnes non-binaires, qu'elles considéraient comme un phénomène complètement nouveau. Ce faisant, elles ont été la seule génération à ne pas me parler de l'importance qu'avaient eu, au cours de l'histoire, les lesbiennes ne se conformant pas aux normes de genre traditionnelles, comme si elles n'avaient jamais vraiment existé. Selon moi, cette vision de l'histoire découle directement de la représentation des lesbiennes au début des années 2000, exemplifiée par certaines émissions comme The L Word. Comme on peut le voir, les personnages de l'émission adoptent tout un style qui les place entre une féminité assumée et une androgynie, disons, respectable, sans trop remettre en question les normes de beauté hétérosexuelles. Pour les femmes de la génération de la normalisation, les lesbiennes qui adoptent une expression de genre plus masculine ou moins traditionnelle ne font donc pas vraiment partie de leur conception du lesbianisme et ne figurent donc pas au sein du récit de leur passé et de leur communauté. Pour la dernière génération, soit celle, disons, des médias sociaux, j'ai observé un retour incontestable de la fibre activiste. En effet, tout en étant un lieu de socialisation important, des plateformes comme Instagram et TikTok sont devenues des espaces discursifs qui contribuent à rendre plus accessibles certaines théories identitaires et politiques. Comme pour les militantes de la génération de l'âge d'or, les participantes plus jeunes voyaient donc un lien direct et incontestable entre leur identité lesbienne et leur position féministe. Toutefois, elles ont été plusieurs à me préciser que ce féminisme en était un qui était très inclusif, se préoccupant non pas seulement de la condition des femmes cisgenres, mais aussi de celle de toutes les personnes ne s'identifiant pas comme des hommes cisgenres. Cette orientation politique introduit deux dynamiques intéressantes au sein de la mémoire collective. D'un côté, plusieurs participantes m'ont parlé de leur intérêt marqué pour les récits et les œuvres de fiction du passé qui mettaient en valeur des lesbiennes, comme la bande dessinée Dykes to Watch Out For de Alison Bechdel. D'un autre, d'autres participantes ont manifesté un certain mépris envers les lesbiennes des générations précédentes, principalement les féministes des années 70-90, qui, selon elles, avaient contribué directement à l'exclusion des personnes trans et non-binaires de la communauté lesbienne.
Pourtant, tout en mettant de l'avant l'importance qu'avait pour elle la mise en valeur des femmes, et surtout des femmes de la diversité de genre, les hommes occupaient une place prépondérante au sein du récit mémoriel de cette troisième génération, avec des figures comme Freddie Mercury, Harvey Milk et Andy Warhol ayant été nommés comme avec familiarité par plusieurs participantes, alors même qu'ils ont eu de la difficulté à identifier des figures marquantes du passé lesbien. À première vue, cela peut considérer quelque peu paradoxal, surtout considérant que les hommes gays ont tout autant ou bien plus que les femmes lesbiennes contribué à exclure les personnes issues de la diversité de genre. Cependant, alors que les tensions liées au genre sont un élément central de l'histoire lesbienne, telle que la connaissent les participantes de cette troisième génération, ils ne sont que très rarement abordés dans le contexte des productions qui s'intéressent au passé des hommes gays, les présentant ainsi comme des figures plus tolérantes qu'ils ne l'ont réellement été. Lorsque j'ai commencé cette recherche l'année dernière, les personnes à qui j'en parlais me renvoyaient systématiquement à la même question. La mémoire collective lesbienne, est-ce que ça existe? Après avoir réalisé ces entrevues, je peux affirmer sans aucun doute que oui, la mémoire collective lesbienne existe bel et bien. Non seulement il existe, mais comme le prouve son évolution au fil des générations, il s'agit d'une mémoire qui, malgré les difficultés d'accès au passé lesbien, continue de s'actualiser. Cela dit, cette mémoire demeure très fragile. Comme je l'ai souligné à quelques reprises au cours de ma présentation, les conceptions parfois très différentes de l'identité lesbienne peuvent amener des tensions entre certaines générations de la communauté, ou encore un désintérêt envers des pans précis du passé. On observe donc une rupture dans la chaîne de transmission entre les générations, qui constitue pourtant un élément essentiel dans la formation d'une mémoire collective robuste. Certes, il est bien d'apprendre à connaître les grands épisodes du passé lesbien militant à travers les livres et les films. Mais la mémoire des moments plus ordinaires est tout aussi importante à préserver. Collectivement, il me semble donc important de fournir un effort pour aller à la rencontre des autres, avec qui on partage probablement plus de ressemblances que ce que l'on pense. Merci beaucoup. Avant de commencer, je vais faire passer des petits post-it dans la salle. J'espère qu'il y en a assez. C'est un par personne. Si chaque personne peut en prendre un, ça nous servira juste après. C'est pour faire une petite activité de craft. Je suis ici pour représenter le projet Lesbian and Gay Liberation Canada, un projet sur lequel on travaille depuis l'Université d'Ottawa, donc on n'est pas très loin. Je vais vous présenter son origine, sa volonté, ses contributions et surtout sa direction aujourd'hui, sa direction technique et de recherche. À savoir que l'histoire du projet LGLC, en fait, elle commence dans les années 1990 quand Don McLeod est bénévole aux archives LGBTQ canadiennes. Il constate à quel point l'histoire des communautés gays et lesbiennes du Canada est méconnue, mais aussi vulnérable à l'oubli. À ce moment-là, ce constat permet d'élaborer des chronologies comme Lesbian and Gay Liberation Canada, qui est un ouvrage qui a été publié. Je vous aurai l'image tout à l'heure. Cet ouvrage qui a été publié a servi de base au projet numérique, cette fois-ci LGLC, pour documenter les mobilisations de SLGBTQI+ du Canada et de mettre en valeur cette contribution canadienne aux mouvements de libération qui sont arrivés. Juste une mention, puisque c'est important pour nous de se situer un petit peu dans cet espace. L'espace sur lequel on fait notre recherche est différent de celui d'ici, mais nous rendons hommage évidemment à tous les peuples autochtones et de Premières Nations des territoires qu'on occupe pour faire notre recherche et sur lesquels on présente les résultats de ces recherches. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je vise pour mettre... Oh. Ok. C'est aussi important pour nous de rendre tribut aussi et rendre hommage à toutes les personnes qui participent sur ce projet. On a nos membres de chercheurs et chercheuses principales aujourd'hui qui sont ici en tant que Connie et Michel. Donc, mais on a aussi beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce projet. Voici un petit peu des membres actuels et précédents qui nous ont quittés depuis pas trop longtemps. Ce projet, il est initialement dirigé par des chercheurs-chercheuses anglophones, mais notre équipe de recherche, elle est aujourd'hui multilingue et interdisciplinaire.
On a des parcours et des identités variées et on compte aussi beaucoup désormais des étudiants qui travaillent notamment en lien avec les Archives nationales du Québec ou bien des militants qui sont francophones. Chaque personne ici ou qui ne sont pas non plus représentées sur cette slide a participé ou a contribué d'une manière ou d'une autre son énergie et son temps au projet et on est très reconnaissant pour leur travail. En ce qui me concerne, puisque je suis la personne qui parle aujourd'hui, alors il faut bien que vous sachiez qui je suis parce que sinon c'est un peu bizarre, mais j'ai rejoint ce projet une première fois en 2019 pendant mon master. Et ensuite, en revenant travailler en doctorat avec Corny, j'ai réintégré son laboratoire et depuis, je suis la personne qui est responsable de la transformation de la base de données en TUI en données ouvertes liées. C'est l'occasion pour moi de demander dans la salle s'il y a des personnes qui sont un petit peu adeptes des computer sciences, des sciences de l'information. Est-ce qu'il y a des personnes qui font un peu de programmation, qui connaissent un peu les mots du développement web ou pas du tout? Un petit peu? Un petit peu? Ok. Je vais avoir la misère à chaque fois pour motiver. Mais ouais. Le résultat de nos recherches, c'est sur plusieurs sites web. On a un site web principal où on présente un petit peu la recherche et le projet avec des essais sur les thématiques qu'on aborde, mais aussi depuis lequel notre base de données est accessible. Je pense que ça a peut-être été mis dans Google Slide, donc la vidéo, je pense qu'elle s'est pas téléchargée avec, c'est pas très grave. Mais donc on a un site principal qu'on voit ici. Donc, vous voyez sur le site principal en haut, on peut chercher dans la base de données. Je ne pourrais pas vous faire la petite démonstration, mais en tout cas, on peut chercher sur notre base de données. Ça nous affiche ensuite un graphe qui connecte les personnes, les lieux, les publications dans lesquelles c'est mentionné. Et puis, au final, on a aussi un autre site où on a la prosopographie entière de ces personnes-là. Donc, on a une grande base de données qui est réconciliée aussi avec des autorités internationales virtuelles qui servent à donner des identifiants uniques aux personnes sur Internet. Donc, voyez un petit peu ça comme un réseau géant d'événements, de personnes. Donc, les personnes ont participé à ces événements, donc les personnes sont liées aux événements, mais également des organisations, des partenaires, et aussi tous ces événements-là ont généré un discours, en fait, ont généré de la discussion qui a été publiée. Donc, on a toutes ces choses-là qui sont liées ensemble sur nos données et à l'intérieur de nos graphes. Le projet LGLC, c'est plus de 34 000 enregistrements. 34 000 enregistrements qui concernent donc les événements, les personnes, les lieux, les publications qui ont façonné la création de la conscience politique gay du Canada et qui remettent aussi en question toutes les normes hétérosexuelles et le modèle familial nucléaire traditionnel qui s'est épanché depuis 1964 jusqu'à la crise du sida en 1980. Donc 34 000 événements, c'est beaucoup. Je vous laisse imaginer le nombre de relations qu'on peut faire entre toutes ces choses-là. Notre équipe du projet, évidemment, elle est solidaire de la communauté et de la lutte continue pour cette libération. On essaye avec notre recherche d'offrir une vitrine à tous nos résultats, à toute cette communauté, tout le fruit de ce travail de militantisme, d'activisme, par notre laboratoire, par toutes les actions qu'on peut prendre pour présenter cette recherche et pour rendre hommage aux personnes qui ont été actrices de cette lutte. On a donc cette volonté de vraiment porter la recherche et ce sujet auprès des communautés actuelles pour que les communautés puissent aussi retrouver leur histoire et reprendre leur souveraineté sur celle-ci. Alors évidemment, je ne peux pas parler d'un projet numérique en humanité numérique sans parler du contexte actuel. Notre site internet actuellement, il est évidemment la vitrine de ce résultat de recherche. Ce qui se passe, c'est que au laboratoire, nous, on travaille avec des fichiers, on travaille avec des bases de données qu'on va ensuite essayer de rendre accessibles par ce site web. Mais finalement, aujourd'hui, on se situe vraiment dans un contexte où la gestion des données, c'est important. Rendre ces données accessibles, c'est important. Les rendre réutilisables, interopérables, c'est important. Tout ça, c'est vraiment des sujets très actuels aujourd'hui du monde numérique. Évidemment, on a aussi beaucoup de problèmes avec l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'elle va gérer nos données? Quels sont les problèmes éthiques? Surtout quand on parle de personnes et de problématiques de ce type-là. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour s'assurer que nos données, elles sont toujours accessibles aux communautés qu'elles concernent, en fait, parce que c'est aussi notre objectif.
Le problème le plus général sur le web actuellement, c'est que la conception web contemporaine, le Internet tel qu'on connaît maintenant, il s'appuie souvent sur des systèmes automatiques de gestion de contenu. Donc quand vous naviguez sur Internet, vous voyez plein de choses qui se passent. Tout ça, c'est souvent des déclencheurs automatiques qui vont générer des pages à la volée comme ça, qui vont lier des bases de données en fonction des recherches que vous faites. Toutes ces choses-là, vous n'allez pas les voir, évidemment, parce qu'il y a des interfaces de recherche qui sont jolies et qui sont navigables par les humains. Et toutes les machines, ça, en arrière-plan, elles vont le gérer secrètement, on va dire. Le problème de ces systèmes-là, c'est qu'on n'est pas sûr que notre modèle soit durable, puisqu'une interface web dynamique comme celle qu'on a actuellement sur le projet LGLC, elle est fragile à long terme. Si jamais il se passe quoi que ce soit, tout casse. Et finalement, c'est un petit peu ça le problème. On dépend d'une infrastructure logicielle qui est complexe, donc des serveurs, des bases de données, des API, je dis tous les mots pour toutes les personnes. Mais toutes ces choses-là, chacune de ces structures-là, elle doit rester en vie pour que toutes les données restent accessibles. Parce qu'il suffit qu'un seul de ces systèmes soit débranché pour que le pont ne se fasse plus entre chaque instance du site et que tout casse. Donc voyez-le un petit peu comme un château de cartes. Le web actuel, c'est un château de cartes. Si quelqu'un tire une prise quelque part, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, c'est là qu'entre en jeu la statistisation. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter déjà avec toutes ces histoires de web? Alors, pour cette activité-là, je vous ai fait passer un petit post-it. Vous allez prendre ce post-it, si vous voulez vous y prêter à cette activité, et le diviser en deux. Donc, écrivez en haut du post-it un mot dans une langue que vous parlez. Ce n'est pas forcément du français ou de l'anglais, ça peut être n'importe quelle langue que vous parlez. Écrivez un mot. Dans l'idéal, ce serait un mot qui serait un petit peu compliqué. Pas forcément super compliqué, mais pas chat, par exemple. Donc, écrivez un mot dans une des langues que vous parlez au sommet du post-it. Je vous donne un instant pour réfléchir à votre mot. Et l'exercice qu'on va faire, c'est qu'en bas du post-it, vous allez écrire un dictionnaire où on pourrait trouver une définition de votre mot. Alors, ça peut être n'importe quoi. Pour français, ça peut être Larousse, ça peut être Oxford, ça peut être, je sais pas, Thésaurus, Wikipédia. L'idée, c'est d'avoir un post-it avec un mot en haut et un mot en bas. Donc, votre mot à vous, et puis où est-ce qu'on peut trouver une définition de ce mot en bas? Il y a moins de personnes qui écrivent, alors je vais donner la deuxième instruction. Une fois que vous avez fait ça, vous allez déchirer votre post-it au milieu. Ça fait que vous allez séparer vos deux mots. En fait, vous aurez deux morceaux de papier avec deux choses écrites sur chacun des post-it. The next step is to tear your post-it so you have your first word on a piece of the post-it and the second one on another piece. Ok. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez donner à quelqu'un dans la salle le bout du post-it sur lequel il y a écrit le dictionnaire. Donc vous échangez votre bout avec quelqu'un d'autre sur le bout sur lequel il y a écrit le dictionnaire. Est-ce qu'il y a des personnes volontaires qui veulent nous dire qu'est-ce qui est écrit sur le bout de post-it qu'elles ont reçu? Oui. Ok. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre le post-it que vous avez reçu qui doit avoir le nom du dictionnaire ou la ressource sur lequel la personne aurait trouvé ce mot-là. Vous prenez ce post-it-là et vous le détruisez. Donc, vous le déchirez, vous le pliez, vous le mettez dans votre poche, vous le détruisez. Voilà. Celui de la source, exactement. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que le mot, ce qui vous reste dans votre main, normalement, c'est votre mot. C'est vous qui avez écrit votre mot là. Vous allez l'échanger avec une autre personne de nouveau. Parfait. Est-ce qu'on a des personnes qui ont reçu un mot, elles ne savent absolument pas ce que ça veut dire? Oui? Ok. Est-ce qu'on a d'autres mots? Doxa? Ok. Oui? La pastanaga? Ok, même moi, je ne sais pas ce que c'est, donc c'est parfait. Super.
Maintenant, imaginons que nous, en tant qu'humains, on va se dire, l'espace d'une seconde, on est à la fois l'utilisateur, mais aussi Internet. On est Internet. Si je veux aller chercher la définition de tous ces mots-là, ben, ce que j'aurais envie de faire spontanément, c'est de taper le mot sur Internet. Donc là, on va dire que je fais ça. Donc là, je suis là, j'ai reçu mes mots, persiflage, doxa, etc. Je tape mon mot et je dis, bon, ben, je veux la définition de ce mot-là. Le problème, c'est que la source, elle a été détruite. Donc finalement, je ne vais jamais être capable de trouver la définition de mon mot puisqu'elle a été détruite quelque part. Je ne sais pas pourquoi elle a été détruite, peut-être que juste le serveur est en maintenance aujourd'hui, ou peut-être que juste le projet de recherche était hébergé par une structure qui a fait faillite ou qui a perdu ses finances et donc ils ont dû arrêter l'hébergement du projet. Quoi qu'il en soit, je ne vais jamais réussir à trouver la définition de mon mot puisque la source qui m'expliquait ce que c'était mon mot, elle a disparu. Voilà, c'est ce qui se passe avec la statistisation. C'est que tous nos projets en humanité numérique ou de recherche ou peu importe, tous nos projets qui sont publiés sur le web, ils utilisent des structures dynamiques avec lesquelles ils communiquent. À partir du moment où une structure dynamique disparaît, c'est fini, c'est terminé. On ne peut plus avoir accès à la définition de cette ressource. Ce qui fait que pour nous, c'est vraiment très important de s'assurer qu'en fait, notre recherche, elle perpétue dans le temps, elle reste en vie malgré tout ce qui peut se passer sur Internet et malgré la futilité, les changements d'infrastructure qui peuvent se passer sur Internet. La prochaine étape, la direction dans laquelle va le projet LGLC, c'est qu'on va vers cette statistique. Oui, c'est bon. Et notre idée, c'est qu'on a envie de rendre durable notre projet sur Internet en s'affranchissant de toutes les structures dynamiques, de toutes les API, de tous les serveurs, de toutes ces choses-là. On va s'en affranchir et pour faire ça, on va créer ce qu'on appelle un site web statique. Alors, pour les personnes qui font un petit peu de la programmation, un site web statique, c'est juste du HTML Vanilla 1.0 statique avec des choses sans Python, sans choses compliquées qui font que si jamais une de ces choses casse, on a quand même encore notre site Internet qui est disponible sur Internet. C'est là où j'entre un petit peu dans le workflow et un petit peu pour vous montrer et présenter tous les aspects du projet, même ceux les plus techniques, puisqu'on a aussi envie d'apporter ça aux personnes, on a envie de montrer notre méthode et on a envie que les personnes puissent se dire ben, oui, je comprends comment ça fonctionne, ça m'intéresse et puis pour mon projet, je pense que ça a beaucoup de valeur parce que finalement, ça me permettrait de conserver mes données sur le plus long terme. Donc le projet, la façon dont le workflow fonctionne, c'est que ça, c'est nos données, c'est une partie de nos données, parce qu'on se rappelle qu'on a 34 000 enregistrements. Donc nos 34 000 enregistrements, ils sont présents soit à l'intérieur de tableurs, de feuilles de calcul, soit sur des fichiers TUI. Donc le tableur, c'est en bas à gauche, et puis les fichiers TUI sont encodés, c'est en haut à droite. Vous voyez que peut-être que c'est un peu trop petit, mais sur ce fichier-là, j'en suis déjà à 97 000 lignes encodées. Donc on a quand même beaucoup de données. Pour faire en sorte que toutes ces informations soient disponibles de façon statique et selon les principes offerts, proposés par le projet Endings, la première chose qu'on va faire, c'est se baser sur une infrastructure GitHub qui a été développée par le projet Endings et qui est disponible librement. Tout est évidemment en open source. Donc on va se baser sur un petit peu leur infrastructure à eux, on va s'appuyer grandement sur eux et on va faire en sorte que nos données à nous, qui sont des feuilles de calcul Excel ou bien des fichiers en TEI de plusieurs milliers de lignes, soient transformées en pages HTML toutes simples. Pour faire ça, c'est là où je m'insère dans le projet, dans le cadre de mon travail, c'est que je suis responsable de cette tâche-là en fait. Comment est-ce qu'on va transformer toutes les données qu'on a en données HTML afin qu'elles puissent être ensuite hébergées sur un site qui sera statique. Je vous passe les détails un petit peu techniques, mais voici où est-ce qu'on en est dans ce processus-là. On a commencé par nos fiches de calcul et nos fichiers en TUI. Ensuite, il y a eu l'étape de la transformation qu'on fait dans un langage d'encodage qui s'appelle le XSLT, et ça nous donne ça comme résultat pour le moment. Ça, c'est vraiment la version la plus simple de ce qu'on peut proposer à ce stade-là. Donc, ce n'est pas une base de données, c'est vraiment que des pages web qui sont reliées entre elles par des liens et qui, bien sûr, contiennent toutes les informations des personnes et tous les résultats associés pour faire en sorte que ces personnes soient toujours connectées, que les 34 000 enregistrements conservent leur relation entre eux malgré le fait qu'on sorte d'une base de données et qu'on arrive en HTML.
voici un petit peu les 3 étapes résumées. Et ensuite, à la fin, on en arrive là. On n'a plus qu'à utiliser les ressources offertes sur GitHub par le projet Ending pour construire et héberger notre propre site web sur le web. Pour ça, on a refait entièrement la maquette du site pour qu'elle puisse être de nouveau plus facilement recherchable, qu'on puisse vraiment rechercher beaucoup plus d'informations à l'intérieur. Donc, on va être capable de rechercher par événement, par personne, par lieu, par publication ou par organisation. Et puis ensuite, on pourra chercher plein d'informations sur les personnes ou des dates ou des choses qui se sont passées. Donc, on a vraiment un outil de recherche qui va devenir beaucoup plus versatile et qui offrira beaucoup plus de filtres de recherche pour toutes les informations qu'on pourrait trouver à l'intérieur de nos données, qui sont un peu opaques parce que là, on dit oui, on a 34 000 enregistrements, mais de quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait chercher à l'intérieur? Donc voici le futur site web, donc, qui, on l'espère, sera beaucoup plus accessible. Et notre but, en tout cas, c'est de bien sûr conserver notre attractivité, conserver la capacité de nos utilisateurs à visualiser les données, avoir accès à des cartes, à des graphes, pas avoir juste des données textuelles qui soient un peu indigestes, mais conserver un petit peu toute cette possibilité de mettre des images sur des mots, en fait. Mais aussi avoir vraiment une dimension, ça nous tient à cœur d'avoir beaucoup d'accessibilité sur le site parce que c'est difficile en projet de recherche. Les données qu'on a, bien sûr, elles sont compliquées à mettre en relation les unes avec les autres. On a envie d'offrir une navigation qui soit compréhensive et qui soit centrée sur l'utilisateur pour que les personnes puissent avoir accès aux informations et bien sûr à toutes les choses qu'on a à leur offrir. Puisque finalement, c'est un petit peu ça notre but. On veut contribuer à la préservation de la connaissance, de l'histoire, de la visibilité des connaissances, mais on veut surtout aussi résister à l'effacement. On résiste à l'effacement non seulement en gardant notre histoire et en transmettant ces données-là, mais aussi en s'assurant que ce n'est pas effacé d'Internet, que ça va rester sur Internet parce que c'est conservé dans un format qui le rend plus léger, plus facilement sauvegardable, plus facilement modifiable, afin que ces récits qui sont sauvés ne soient plus perdus et qu'on puisse bien sûr garder l'accès à ces savoirs par quelque chose de gratuit et par quelque chose de durable. Finalement, on veut juste rendre la souveraineté, le pouvoir d'action individuelle et collective pour permettre aux acteurs de ce mouvement de reprendre possession de cet héritage à leurs descendants, que ce soit des descendants acteurs ou alliés du mouvement. Merci. Merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Merci pour le projet qui vient de passer. J'étais sur l'équipe avant. C'est tellement beau de voir l'évolution, puis que ça a vraiment... c'est vraiment beau. Je voulais aussi vous présenter Michael David Miller, qui est avec moi ici aujourd'hui. Il y a eu un petit oubli d'envoyer sa bio de ma part. Donc, Michael a une maîtrise en biblioéconomie. Il travaille à l'Université McGill comme bibliothécaire agréé. Il est président de Wikimedia Canada depuis 2024. Il a été sur le CA de Wikifranca jusqu'à tout récemment. Et c'est un francophile et catalanophile. Oh, le mot, là, tout à l'heure, c'était carotte en catalan. Pastanaga. Voilà. Le petit bouton vert. Alors, aujourd'hui, on va vous parler justement de Wikipédia et Wikidata, en fait, les projets Wiki et comment justement on peut essayer de créer une mémoire collective pour différentes communautés grâce à Wiki. Donc, moi, je vais commencer rapidement à parler des 5 principes fondateurs de Wikipédia. C'est le projet que vous connaissez le mieux. Mais parfois, on ne fait que d'utiliser d'une manière passive. Donc, nous souhaitons vous dresser un petit portrait de comment fonctionne Wikipédia dans 5 principes fondateurs d'une manière très rapide. Donc, il y a 5 principes fondateurs qui s'appliquent à l'ensemble des versions différentes de Wikipédia. Le premier, c'est l'encyclopédisme, c'est-à-dire que c'est une synthèse de l'ensemble des savoirs humains connus. Connu, c'est très important. Il y a neutralité, que moi j'aime le décliner davantage dans une sorte de diversité de points de vue dans les articles de Wikipédia. Donc les bonnes choses et les mauvaises choses, on va retrouver des pour et des contre dans un article de Wikipédia. Tout le contenu de Wikipédia se retrouve sur une licence libre qui s'appelle Creative Commons. Donc c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser même pour des raisons commerciales. Il y a un principe de savoir-vivre, ce qui veut dire il faut être
gentil avec des autres contributeurs et contributrices. C'est assez drôle, mais il y a des gens qui ne le sont pas, donc il faut leur rappeler qu'il y a un principe fondateur de savoir-vivre. Et finalement, en fait, toutes les autres règles que nous allons retrouver, des règles qui encadrent ce que nous pouvons écrire et ne pas écrire sur Wikipédia, tout ça, ça peut évoluer avec le temps, parce que Wikipédia, c'est une démocratie directe. Donc, il y a des avantages et des inconvénients avec une démocratie directe, mais l'ensemble des règles peuvent changer à part de ces 5 principes fondateurs ici. Là, parlons maintenant de la Wikipédia francophone qui a été fondée le 11 mai 2021. Donc, on va fêter les 25 ans de la Wikipédia francophone très, très, très bientôt. Wikipédia, d'une manière générale, vient de fêter ses 25 ans le mois de janvier. Il y a à peu près maintenant plus que 2,7 millions d'articles en français. Il y a à peu près 1 milliard et demi de consultations par mois. Donc, ça fait en sorte que c'est le site d'information le plus consulté dans la francophonie et dans les autres langues aussi. Et c'est le 8e site le plus visité au Canada en janvier 2025, et j'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui. Ça reste quand même dans le top 10 malgré l'arrivée des IA génératives. Puis on pourrait se demander justement pourquoi est-ce qu'il faudrait se soucier de Wiki. C'est entre autres parce que, comme Michael vient juste de le dire, c'est un des sites les plus visités au monde entier, dans plusieurs langues différentes. C'est aussi un endroit où les gens vont se renseigner pour leur mémoire collective, mais pour se renseigner sur plein de sujets. Puis on voit qu'en fait, Wikipédia et Wikidata et tous les projets sœurs de Wiki sont principalement écrits avec un point de vue hétéronormatif, nord-américain, anglo-saxon, puis on pourrait décliner là, toutes les identités justement qui font partie de cette minorité globale de personnes, mais qui imposent en fait un point de vue et une histoire qui viennent de leur propre positionnement. C'est pour ça que c'est important de s'en soucier, parce que si on veut que ce soit réellement neutre, puis si on veut que ce soit réellement représentatif de toutes les communautés, de toutes les langues, toutes les cultures, ben il faut s'investir dedans, puis il faut pousser pour changer un petit peu les choses. D'autant plus qu'aujourd'hui, Wiki est sous attaque, parce que même si ça reste un média d'information qu'on veut le plus neutre possible, ça a été attaqué comme étant une encyclopédie woke et de la gauche. Et d'ailleurs, hier, c'était sous attaque. Tout avait été... on ne pouvait pas les modifier. Toutes les pages étaient bloquées pour modification parce qu'il y a eu une attaque contre les informations. Puis on a des groupes fascistes ou suprémacistes blancs qui créent des pages... c'est des encyclopédies parallèles, genre Grokopedia. Donc, c'est important justement de conserver Wiki et de continuer à travailler fort. Ah oui, c'est ça, c'est ici. Ça, c'est juste un exemple de... Donc, avant, c'était tout ce qui était écrit en anglais. Donc, on voyait qu'en anglais, il y a des pages en anglais à propos de culture et de géographie et de langue autres que l'anglais. Puis ça, c'est en arabe. Donc, on voit qu'il y a plus de pages écrites en anglais sur le monde arabe que de pages arabes écrites sur le monde arabe en arabe. Ce qui est quand même assez intéressant. C'est la même chose pour tout ce qui a rapport avec les biais de genre. Donc, ça s'améliore très, très doucement. On commence à voir que ça change. Donc, il y a quelques années, on était à 18% des biographies sur Wiki qui étaient en langue française et consacrées aux femmes. Maintenant, on a augmenté à 20%. On a un nouveau groupe ici à Montréal qui va beaucoup aider, je pense, à cette représentation-là. C'est Pluriclub qui a débuté il y a quelques mois, ou peut-être même un an, je ne sais pas. Un an? OK. Déjà, ça aide beaucoup. Mais là, on va voir que quand on décline encore plus loin, donc là, on a parlé du biais de genre. Là, tu sais, quand on regarde le fossé, ça c'est ma slide, oui. Quand on regarde le fossé par rapport aux pages par culture ou par géographie, on voit qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup sur le Québec, comparativement à d'autres. Il y a 1,30% des pages qui sont sur le Québec. À l'intérieur même du Canada, si on essaie de regarder la francophonie au Canada,
Il y en a juste 75 articles en tout et pour tout en Alberta, en français. C'est vraiment pas beaucoup. Puis là, si on veut pousser la chose encore plus loin, imaginez, il ne doit pas avoir aucune page sur les lesbiennes en Alberta en français. Elles sont complètement invisibles de l'encyclopédie Wikipédia. Puis comme nous sommes parmi des lesbiennes, je suis convaincue que vous connaissez tout le concept de l'intersection, ce que je n'ai pas rentré dans les détails, mais Wikipédia est vraiment un bon exemple de justement d'invisibilisation de communautés parce qu'on est à l'intersection de toutes ces identités-là, en fait. Donc, on a une grande communauté de contributeurs, contributrices qui viennent d'une certaine culture, qui viennent avec un certain positionnement, qui influencent justement ce qui va être représenté sur Wiki. Puis ça vient avec du sexisme, de la transphobie, de l'homophobie, du racisme, de l'impérialisme, du colonialisme, tous ces ismes qu'on connaît très bien. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de représentation lesbienne et lesbienne francophone au Canada ou au Québec. Ça, ici, j'essaie d'aller vite parce que... mais ça, je l'ai comme déjà dit, dans le fond. Ça, c'est juste un petit retour en arrière. On avait justement, avec le labo de données, sur lequel Alice vient juste de présenter, on avait fait un marathon d'édition justement avec Cassandra et le RLQ pour essayer justement d'apporter un petit peu de visibilité de cette mémoire collective sur Wiki. Ça avait été vraiment très bien accueilli. Puis on espère en faire d'autres. Yes. Yes. Pourquoi cet enjeu, Michael? Pourquoi? Est-ce que j'en parle ici? Oui, je crois que c'est toi. Ah non, c'est moi, mais tu peux. Mais si vas-y. Oui, vas-y. Donc, tout à l'heure, on vous a parlé en fait qu'il y a quand même un fossé géographique où on sait que le Québec, d'une manière générale, et même on peut parler même du Canada, a une sous-représentation dans la Wikipédia francophone. Et ça, c'est relié. En fait, on n'a pas fait des études qui prouvent ça, mais on a nos théories. Notre théorie, c'est que c'est relié aux contributeurs et aux contributrices, principalement des contributeurs. Donc là, je vais parler au masculin parce que c'est genre 95% des personnes qui contribuent à Wikipédia sont des hommes. Donc, je veux bel et bien être inclusif avec mon langage, mais je crois que ça ne fait pas justice aux peu de femmes qui contribuent à Wikipédia. Donc, sur les à peu près 6 000 personnes qui contribuent par mois à la Wikipédia francophone, il y a 5 000 qui proviennent de la France. Ensuite, en deuxième place, et ça change de mois en mois, il y a la Belgique et le Canada qui s'échangent en deuxième place entre 300 et 350 personnes. Donc, peut-être ce mois-ci, c'est 350 personnes du Canada, mais en général, c'est à peu près autour de 300. Donc, on voit qu'il y a un énorme écart entre les contributeurs qui proviennent de l'Hexagone, et c'est pas pour dénigrer nos collègues français, on les aime beaucoup, mais il y a un déséquilibre qui fait en sorte que le contenu, et là, si on revient, je ne vais pas revenir, mais vous vous souvenez de la diapositive où ça montrait la quantité d'articles qui portaient sur la France, les États-Unis, etc. C'est parce que ces articles, les contributeurs écrivent sur les choses qui les intéressent. Donc, genre ici, on voit donc les Français, on le sait très bien, ils sont très américanophiles, donc ils aiment ça écrire sur les États-Unis. Puis, on voit que leurs voisins sont très, très bien décrits dans la Wikipédia francophone. Il y a quelques Français qui s'intéressent au Québec, mais la plupart de ces articles, ces 335 000 articles qui portent sur le Québec, ont été rédigés principalement par des Québécois ou d'autres francophones du Canada. Donc, ça, c'est un des aspects qui fait en sorte qu'il y a une surreprésentation du Québec de manière générale. Donc, si on pense à ça, on sait qu'il y a une surreprésentation de toutes les personnes minorisées à l'intérieur du Québec et du Canada. Juste pour faire un lien justement avec la présentation de ce matin et la recherche sur la situation lesbienne en France, on voit qu'il y a des différences culturelles aujourd'hui, donc il doit en avoir dans le passé aussi. Donc, quand les Français écrivent sur le vivre lesbien au Québec, c'est certain que ça vient aussi avec un positionnement qui est différent, qui n'est pas nécessairement le vécu des Québécoises francophones lesbiennes. Donc, c'est ça qu'il faut penser dans Wiki qui est intéressant, c'est tous ces axes-là où la mémoire est écrite d'une certaine façon. Alors, pour la prochaine diapo, heureusement ou malheureusement, les francophones ne sont pas seuls dans cette domination d'une ancienne puissance coloniale ou d'une néo-puissance coloniale comme les États-Unis.
ou dans la Wikipédia anglophone, on voit qu'il y a 21 000 personnes par mois qui contribuent dans la Wikipédia francophone qui proviennent des États-Unis et 3 000 dans la Wikipédia hispanophone qui proviennent de l'Espagne. La version espagnole, c'est peut-être celle qui est la plus équilibrée entre l'ancienne puissance coloniale et les autres pays. Ils peuvent peut-être faire 3 000 si on les additionne tous et tout ensemble. Tandis que pour les États-Unis, c'est clair que les États-Unis dominent la Wikipédia anglophone. Il y a un petit peu de poids avec le Royaume-Uni, puis peut-être l'Inde un jour va monter, avoir plus de contributeurs. Donc, c'est pas quelque chose qui est unique. Mais la chose qui me choque le plus, c'est lorsqu'on regarde qu'il y a 3 000 personnes au Canada qui contribuent dans la Wikipédia anglophone contre 300 pour la Wikipédia, 3 000 Wikipédia anglophones contre 300 Wikipédia francophones. Et si on revient à la Belgique, on s'entend qu'il y a moins de francophones en Belgique qu'au Canada. On est à peu près 11 millions ici. Les Belges francophones constituent, c'est un pays de 10 millions de personnes où 40% sont des francophones. Donc les Belges, par proportion, contribuent plus à la Wikipédia francophone que les Canadiens francophones. Mais peut-être parce que les Canadiens francophones contribuent également en anglais. Peut-être. Mais sachez que lorsqu'on contribue dans la Wikipédia en français sur un sujet local, c'est un acte de résistance parce qu'on est tellement peu à y contribuer. Ce qui nous amène à une autre diapositive. Et bon, pour ceux et celles qui ont déjà vu qui nous ont déjà vus, c'est probablement ma diapositive préférée parce que ça nous fait réfléchir. Donc, il y a cette citation qui dit « Le capital culturel de Wikipédia est tel que le fait d'y exister dénote un certain niveau de pouvoir et d'importance. Le fait de juger quelque chose ou quelqu'un de vraiment significatif ou insignifiant par sa présence ou son absence sur Wikipédia peut s'avérer préjudiciable. Les lacunes inhérentes au sujet et à la rédaction servent à renforcer les modèles historiques et inégaux de validation et d'évaluation des connaissances. » Donc, être ou ne pas être sur Wikipédia, ça peut dénoter un certain niveau de pouvoir. Si, par exemple, la communauté lesbienne n'est pas présente sur Wikipédia, ça se peut que les gens disent, bon, il n'y a pas d'histoire qui existe sur la communauté lesbienne, mais on sait que le contraire est vrai. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis dit, avec les jeunes qui cherchent des informations sur la réalité dans un contexte québécois, francophone au Canada, mais ils ne retrouvent que des choses qui existent en anglais, qui portent sur les réalités états-uniennes ou britanniques. Est-ce que ces jeunes vont se dire, ben, en fait, ma réalité n'existe pas au Canada, ça n'existe pas en français. Si je veux vivre cette réalité, il faut que je la vive dans une autre langue et probablement à l'étranger. Et donc, je crois que ça, c'est la puissance de l'Internet maintenant, parce que tout le monde pense que tout existe sur l'Internet, mais nous savons que c'est le contraire, surtout les gens qui travaillent sur ton projet précédent. Il y a tellement de choses qui n'existent pas encore sur l'Internet, mais on a une occasion de peut-être améliorer ça, notamment à travers Wikipédia, qui d'ailleurs est utilisé dans les IA génératives comme modèle de langage. Donc, si les IA s'entraînent sur Wikipédia, mais il n'y a pas de présence lesbienne dessus, présence queer, etc., ben les IA vont recréer les mêmes erreurs que l'Internet se crée déjà. Je crois que j'ai terminé presque. Ah oui, j'ai une autre diapo là, mais c'est la même chose. En fait, si ça vous intéresse, justement, d'être des militants et des militantes de l'information et de l'événement collectif des lesbiennes francophones, on a des événements avec Wiki. Ah oui, on a des événements qui s'en viennent pour justement aider à la contribution. Il y a à Montréal, dans 2 semaines environ, le 22 mars à la BNQ. On va se mettre ensemble, on va quand même être une bonne quarantaine. Les inscriptions sont encore ouvertes. C'est une journée de marathon d'édition sur la culture francophone au Canada. On va avoir aussi une table dédiée vraiment sur le thème des femmes qui font partie de la culture québécoise pour aller éditer Wikipédia et Wikidata. Et puis, on a Queering Wikipedia qui s'en vient en octobre ici à Montréal. Ça va être vraiment le fun. Entre autres parce que Michael va aider à l'organiser. Oh, c'est un congrès, en fait. Donc, vous allez même peut-être, si vous commencez à contribuer, proposer des communications pour ce congrès en octobre. Exactement. Exactement. Une autre façon de contribuer, c'est de... Oups, c'est là. Ici. C'est qu'il faut comprendre qu'en fait, Wikipédia, c'est accessible à tous et à toutes. C'est pas très compliqué de rentrer dans Wiki puis de commencer à créer des pages. Puis vous êtes vraiment chanceuse parce que vous avez une spécialiste, Cassandra,
C'est Cassandra qui m'a beaucoup aidée au début pour apprendre comment modifier des pages, comment ajouter des pages, des liens, tout ça, c'est hyper accessible. C'est pas un langage qui est compliqué, puis on peut même avoir faire des modifications de façon visuelle, c'est-à-dire même pas nécessairement apprendre le code, puis juste aller rajouter des références, des sources, faire des traductions. Si vous voulez pas commencer à faire des brouillons, faites des traductions, parce qu'on le sait, il y a plein de pages qui existent en anglais sur le sujet, puis elles ne sont pas traduites en français. C'est ça que j'ai dit. Vous pouvez aussi aller sur... Ah oui, c'est parce que je... Oui. Il y a aussi le projet LGBT qui existe. Puis ça, c'est quand il y a des contributeurs, contributrices qui se regroupent sous un même thème et qui créent des pages projets. Puis ça, c'est bien parce qu'on peut retrouver toute une communauté de Wikipédiens et Wikipédiennes qui veulent aider justement sur ce thème-là, à créer des pages, ajouter des sources. Parfois, il y a des soirées, parfois, il y a des rencontres de clubs, tout ça qui peuvent se créer à travers ces projets-là. Puis il y a souvent des discussions aussi. Parfois, tu sais, quand on parle de savoir-vivre, tout ça, parfois, on veut créer des pages. C'est plus facile si on les crée en bande, donc avec d'autres collaborateurs, collaboratrices. On peut aller trouver ces gens-là sur les pages projets. Puis on peut aller discuter de certaines polémiques aussi, de comment est-ce que cette version-là de la page devrait être écrite ou pas écrite. Puis on peut en apprendre vraiment beaucoup à travers les pages projets. Puis il y a la page projet LGBT au Québec aussi qui existe si on veut vraiment se concentrer sur notre petite région à nous. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire des projets, si vous voulez devenir contributeur, contributrice, vous pouvez nous rejoindre. Ça va nous faire plaisir de vous soutenir dans vos démarches. Et puis voilà pour nous. Oui. Merci.